Bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le monde, bienvenue pour ce premier webinaire de la nouvelle année organisé par le CRIFPE. C'est la troisième année que nous organisons ces webinaires qui ont un énorme succès. Alors, pour cette première année, pour ce premier webinaire de l'année, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Jean-François Marcel, que je vais présenter dans quelques instants. Je vous rappelle quand même que les webinaires, il y en a un certain nombre tout au long de l'année. Il y en a 4 qui sont déjà programmés. Vous avez la possibilité de voir sur le site du CRIFPE les webinaires qui sont programmés. Il y en aura un le 21 septembre prochain, puis le 5 octobre. Je vous invite vivement à regarder et évidemment à vous y inscrire. Ce webinaire, comme à chaque fois, est enregistré et vous aurez la possibilité d'ici quelques jours de pouvoir visionner cet enregistrement vidéo sur le site du CRIFPE. Quelques petites informations. Donc, nous allons écouter pendant 30 à 35 minutes le professeur Jean-François Marcel. Je vais être chargé de l'animation de cette rencontre. Alors, pour poser des questions, vous ne pourrez pas poser des questions en direct, vous poserez des questions, vous aurez la possibilité de poser des questions en utilisant le petit onglet Q et R qui se trouve donc en bas de votre écran. Ne pas utiliser discuter, mais plutôt utiliser cet onglet Q et R. Et puis, à la fin de l'exposé du professeur Marcel, pour ma part, je ferai un petit peu une synthèse des questions et puis j'animerai la discussion avec lui pour répondre aux différentes questions qui auront été posées. Donc voilà, donc je vous invite vivement à utiliser cet outil qui est à notre disposition pour poser les questions tout au long de la conférence. Alors, le professeur Jean-François Marcel donc, est professeur à l'Université de Toulouse Jean Jaurès en France. C'est un spécialiste de la formation et du travail enseignant, bien entendu. Moi, j'ai eu le plaisir de collaborer avec lui à de nombreuses reprises. Il a publié de nombreux travaux justement sur la formation, sur le travail des enseignants. Il est notamment membre d'une équipe de recherche qui révèle bien finalement ce que sont ces thèmes de recherche, éducation, formation, travail et savoir. Comme je disais, il a publié de nombreux ouvrages et il est très actif pour cela dans le réseau éducation-formation, le REF. Ça fait peut-être une vingtaine d'années qu'il est actif au sein du REF, dans un symposium notamment avec Maurice Tardif, directeur du CRIFPE. Et puis tous les 2 ans, il publie un ouvrage, le dernier apparaît prochainement. Je pense que tu rappelleras le titre, Jean-François, dans ta conférence. Donc très, très actif sur la formation, le travail des enseignants. Je dirais aussi un élément qui est important, et il s'intéresse aussi et il a un discours particulièrement intéressant et pertinent sur notre discipline, les sciences de l'éducation, et je pense notamment à un ouvrage qu'il a coordonné, que j'ai trouvé de mon point de vue tout à fait excellent, sur la recherche-intervention. Et je pense que son discours, à la fois sur l'enseignement, mais aussi sur ce qu'est notre discipline, les sciences de l'éducation, est tout à fait remarquable et intéressant. Voilà, je ne vais pas faire plus long. Moi, je le côtoie en tant qu'ami aussi et en tant que collègue, puisqu'on est aussi dans le même réseau éducation-formation dont je parlais tout à l'heure. Donc, je me réjouis de l'entendre et pour une conférence qui est sur un thème qui est évidemment un thème largement d'actualité, l'attractivité du métier d'enseignant en contexte de crise, le point de vue des enseignants du primaire français. Voilà, Jean-François, je te cède la parole pour environ 35 minutes et puis ensuite, on se retrouve pour les questions. Merci de ta présence. Merci Bernard et merci au CRIFPE de m'avoir invité. Et puis merci à toutes et à tous d'avoir choisi d'écouter cette intervention. Donc, le titre, l'attractivité du métier en contexte de crise, en me ciblant sur le point de vue des enseignants du primaire français. Donc, je donnerai quelques éléments par rapport à ce contexte. Alors, bon, ça ne marche pas, donc je vais faire avec la flèche. Alors, quelques repères pour démarrer cette intervention. D'abord, un constat généralisé qui est encore plus d'actualité en France parce qu'il apparaît presque nouveau sur l'actualité, même s'il n'est pas si nouveau que ça. C'est celui de la pénurie d'enseignants. Il y a des postes qui ne sont pas pourvus en primaire, en secondaire. C'est quelque chose qui maintenant affole l'actualité. Renforcé en plus par quelque chose qui était très nouveau, mais on y reviendra, ce sont les démissions. Les enseignants qui démissionnent, ce qui était très nouveau en France. Et à la fois, les démissions sont plutôt masquées, on n'en parle pas beaucoup, mais la pénurie, on en parle. Et cette pénurie, le diagnostic qui est fait, c'est que le métier d'enseignant aurait perdu son attractivité. On verra que c'est peut-être un peu moins simple. Et ensuite, on ne peut pas envisager, on ne peut pas se pencher sur cette question sans prendre en compte le contexte.
de crise profonde qui traverse le système éducatif français. Bon, je ne vais pas faire très long sur ce point, mais je vous en dirai quelques mots. Et donc, mon intervention va avoir deux volets un peu rapides sur la notion d'attractivité. Je vais juste l'évoquer parce que je voudrais passer un petit peu plus de temps en documentant l'attractivité perçue des enseignants du primaire en France à partir d'une enquête que j'ai conduite et que je souhaiterais vous faire partager. Alors, l'attractivité, donc le premier point, c'est le projet de recherche, l'attractivité, la problématique, la crise et la méthode. Donc, je passe rapidement. Donc, l'attractivité, c'est alors parfois attrait, parfois attraction, mais il faut quand même remarquer que l'apparition de cette notion et sa propagation est assez récente, ou sont assez récentes, et on la retrouve dans de nombreux secteurs professionnels. On parle aussi d'attractivité pour des territoires, pour des entreprises, et elle comporte un enjeu important en termes d'image, de réputation. D'ailleurs, parfois, on la confond avec compétitivité. Et généralement, ce sont les décideurs qui parlent d'attractivité, qui la promeuvent, qui la défendent, mais en même temps, et on va y revenir, qui la confisquent, comme si l'attractivité n'était que l'affaire des décideurs. Alors, bien sûr, les systèmes éducatifs n'échappent pas à ce phénomène, bon, surtout dans le cadre des politiques de professionnalisation et de la pénurie d'enseignants, on l'a dit. Alors, à propos du titre de l'ouvrage dont parlait Bernard tout à l'heure, c'est 30 ans de professionnalisation qui viennent de paraître aux presses universitaires du Midi, donc dans lequel Bernard ou Maurice Tardif ont contribué. Alors, c'est une notion qui bizarrement, elle est assez récente, donc c'est un peu normal aussi. Ça a été peu travaillé par la recherche. Alors en France, j'ai trouvé un rapport qui avait été commandité par le ministère en 2016, mais là encore, on a une vision de l'attractivité qui est très extrinsèque, c'est-à-dire qu'elle relève des décideurs, du ministère, de l'administration, et n'envisage pas la participation des enseignants au renforcement de l'attractivité de leur métier. Donc, problématique de cette petite recherche, le constat que l'attractivité du métier est à chute libre, en tout cas demande qu'on s'y intéresse. Le parti pris que sa restauration ne peut pas relever unilatéralement d'initiatives ministérielles ou hiérarchiques ou de l'administration, mais que les enseignants et à un niveau moins de leur encadrement ont besoin aussi d'être mobilisés dans cette restauration. Et donc, il nous a paru intéressant d'investir l'attractivité à partir d'une double lecture, extrinsèque, donc on l'a vu, et objective versus décideur, mais aussi intrinsèque et subjective versus acteur. Et donc, c'est sur ce volet que j'ai conduit ce travail, le projet de documenter empiriquement l'attractivité telle que la perçoivent les enseignants du primaire, parce que cette lecture a été largement escamotée jusqu'à présent. Alors, je vous ai dit que le contexte était important pour comprendre quand même cette enquête. Il faut rappeler pour ceux qui ne connaissent pas bien le système éducatif français, que les enseignants du primaire, puisqu'on parle d'eux, mais les enseignants en France, sont recrutés par un concours national qui, à partir du moment où on a réussi ce concours, on est fonctionnaire d'État, on a un statut et une carrière qui, jusqu'à présent en tout cas, était envisagée à vie. Et donc, le concours en France a un poids et une symbolique et une force aussi extrêmement importante. Donc ça, il faut le rappeler, on y reviendra sans doute. Alors, quelques symptômes de cette crise. En 2005, le concours de professeurs des écoles, donc les enseignants du primaire, commence à perdre de nombreux candidats, alors que ce concours que ce statut de professeur des écoles qui remplace instituteur avait été instauré en 90. Donc, l'effet pour renforcer l'attractivité du métier d'enseignant du primaire a été de courte durée, vous le voyez. En 2010,
on commence à repérer un phénomène de démission qui va en s'amplifiant. Donc, dans le contexte français, démissionner du métier d'enseignant, surtout dans le primaire, c'est quelque chose qui paraissait difficilement envisageable, tellement c'était prisé d'obtenir, on le verra dans l'enquête, d'obtenir un poste d'instituteur ou après de professeur des écoles. Donc, c'est un symptôme particulièrement inquiétant qui se développe donc et qui est largement masqué par le ministère et l'administration qui refusent de communiquer les chiffres chaque fois pour obtenir des données sur le nombre de démissions. C'est très, très, très compliqué. En 2021-2022, on a vu fleurir des enquêtes post-Covid qui sont particulièrement alarmantes, elles donnent à voir des enseignants qui disent qu'ils ont perdu tout sens de leur métier et que leur rapport au métier est complètement sinistré. Ils sont désabusés, enfin, c'est vraiment très, très alarmant. Et en mai 2022, donc ces derniers temps, apparaît une crise du recrutement vraiment qui alarme tout le monde. Il y a des départements, voire des académies qui sont, dans lesquels il manque énormément de postes. Alors le ministère a inventé un système de recrutement avec 4 jours, de recrutement, pour permettre de mettre des enseignants dans les classes en les informant 4 jours de ce qui les attendait. Bon, voilà, ça c'est tout nouveau, ça vient de sortir. 4 jours pour permettre à des gens qui étaient de devenir enseignants dans une classe du privé. Voilà. Donc, parler d'une crise, c'est un euphémisme pour ce qui se passe en France en ce moment. Alors, pour cette enquête, les choix méthodologiques sont un peu différents. J'ai baptisé le dispositif d'enquête lettre à l'institut que j'allais devenir, d'instituteur, donc le statut avant professeur des écoles. Et donc, j'ai demandé aux enseignants, via les réseaux sociaux, de m'écrire une lettre en 4 volets. D'abord, le métier idéalisé, le métier tel qu'ils l'imaginaient avant de démarrer leur carrière, pourquoi ils l'ont choisi, en fait, ce métier d'enseignant. Ensuite, 2 volets sur le vécu de leur métier. Alors, premier volet sur les éléments positifs, c'est-à-dire ceux qui ont confirmé leur choix initial, voire d'autres éléments positifs qui auraient pu émerger, mais aussi le métier vécu dans ce qui aurait infirmé leurs arguments initiaux, dont les 2 volets, ceux qui auraient confirmé, ceux qui auraient infirmé. Et puis finalement, quelle décision conseillerait-il de prendre s'ils s'adressaient à l'institut qu'ils allaient devenir, donc quelques années avant, en essayant de formuler ce choix. Donc, j'ai obtenu un peu plus, mais retenu à cause du fait qu'elle soit complète, etc., 25 lettres, plutôt rédigées par les femmes, 84%, mais le système est très féminisé en France, et plutôt expérimenté, c'était attendu, milieu de carrière, la moitié du milieu de carrière, fin de carrière, 18%, et presque un quart de retraités. L'ensemble de ces lettres, je passe vite sur la méthode, mais a été traité comme un discours collectif, une analyse thématique de contenu inductive à partir des 4 principales catégories qui sont dans le dispositif. Allez, on va sur l'enquête. Donc, premier volet de l'enquête, le métier idéalisé. Sont apparus 4 catégories d'analyse, les avantages du métier, l'histoire personnelle et familiale qui intervient, le cursus scolaire et les caractéristiques du métier. Et on rentre dans les détails. Alors, les avantages objectifs du métier, on a choisi de devenir enseignant par facilité. Certains, en tout cas, le revendiquent. Par confort et un peu par paresse. J'ai songé à enseigner par défaut d'envie, mais surtout par confort. Les valeurs du monde du travail me perturbent. Et aussi par sécurité, bravo au concours, un emploi stable pour avoir un statut, fonctionnaire et pas précaire. Parce qu'on est dans la fonction publique d'État, qui apporte une stabilité financière et une lisibilité et une sérénité de carrière qui ne dépendent pas des desiderata d'un chef de service. Pour la qualité de vie aussi, un métier que mon conjoint de l'époque exerce déjà et qui permettra que notre perspective de vie soit plus qualitative, notamment grâce au temps commun pour le travail et pour les vacances, les périodes de vacances qui te faisaient également rêver. En résumé,
Tu vas avoir le même emploi du temps que ton fils, donc du temps pour t'occuper de lui, des vacances pour balader, un salaire régulier, la sécurité de l'emploi. Mais aussi l'histoire personnelle et familiale qui vient se mêler de ce choix. Alors, quelque chose qui relève de la prédestination, de la vocation, je ne sais pas trop. Je jouais déjà à la maîtresse quand j'étais petite avec les poupées. Me reviennent ces mots de ma maîtresse de grande section à ma mère. Elle sera enseignante. Il y a une force intérieure, quelque chose qui ressemblerait à l'évidence. J'ai eu envie de la classe, une envie puissante, quelque chose de viscéral. J'avais juste l'impression que c'était fait pour moi. Il y a quelque chose qui relève aussi de l'héritage familial, comme une confirmation, déjà, enfin, volet confirmation. Mon père était institut, j'ai rêvé de devenir enseignante comme lui. Tu es fille de prof de gym et tu as une gueule de prof, mais tu n'es pas encore prof. Donc, tu y vas. Tu corresponds certainement. Mais aussi parfois un versus réparation de quelque chose qui est vécu comme une injustice familiale, les fantasmes de ma grand-mère, mère au foyer, les 3 échecs au concours d'entrée à l'école normale de ma mère, et sûrement un conditionnement de la France. Être enseignante, c'est une forme de réussite sociale pour ces 2 femmes qui m'ont élevée. J'ai vu la situation sociale de mes propres parents se dégrader au fil de leur carrière. J'ai besoin de réussir pour eux. Ils me veulent en sécurité sociale et financière. Le cursus scolaire, on l'attendait, un rapport privilégié à l'école, qui est quand même assez caractéristique des enseignants. J'ai de très bons souvenirs de l'école. Apprendre est un plaisir, autant que fréquenter les enfants. Mes années d'école m'ont apporté tant de bienfaits, de paix et de plaisir, que je me vois comme étaient ces enseignants, de la maternelle au CM2. Je me voyais institut comme l'était le mien dans une école de campagne d'il y a 30 ans. L'admiration pour mes instituts et l'image à l'époque qu'avait ce métier. Les résultats, bien sûr, qui déterminent l'orientation scolaire. Je n'ai pas choisi ce métier. J'ai passé le concours en 3e car j'étais une très bonne élève, fille d'agriculteur. À l'époque, lorsqu'on était bon élève, on passait le concours d'entrée à l'école normale et on sortait institut. Un esprit de revanche aussi, de ne pas faire comme les autres. Je le voyais aussi dans l'idée de chercher une posture très différente de celle que j'avais connue en tant qu'élève. Je voulais chercher d'autres manières d'enseigner, installer de la coopération, de l'entraide entre les élèves, des relations apaisées avec les élèves. Et bien sûr, les caractéristiques du métier, ce n'est pas n'importe quel métier, c'est un métier qui se caractérise par la relation pédagogique. J'adore les enfants, je voulais qu'ils soient les acteurs principaux de mon histoire. Je l'imaginais au plus près des enfants qui me seraient confiés. Alors, la relation, mais aussi la liberté pédagogique, la marge d'initiative possible, le plaisir d'élaborer des séquences pédagogiques. J'ai de l'autonomie sur mes propres projets quand je suis maître de ma classe. Ma responsabilité est entière et reconnue. C'est un métier qui a une utilité sociale avérée, un travail où tu pourrais t'accomplir tant dans la relation avec les élèves que dans le rapport au savoir et à l'enseignement. Un métier de transmission où l'on est utile à l'amélioration de la vie des enfants, notamment pour leur apporter beaucoup d'éléments culturels, les faire rêver qu'ils peuvent s'en sortir. Je rêvais de transmettre, de me sentir utile, de faire quelque chose qui ait du sens. Et n'oublions pas une portée politique pour influer sur le cours de la vie des enfants, leur offrir de la culture, de l'esprit critique pour changer la société par l'éducation. Donner une chance aux élèves les plus abîmés par le système, à ceux que personne ne voulait en classe, transformer la société par petites touches. Tu crois à l'éducation, l'ascenseur social, la culture. C'est une manière de ne pas attendre la révolution, mais de la vivre au quotidien. Donc là, nous avions le métier idéalisé tel que sont mises au jour les raisons qui ont permis de s'engager dans ce métier. Alors, ce métier, quand il est vécu, qu'est-ce qu'il a confirmé? Bon, déjà, il a confirmé que ça permettait une certaine réalisation de soi. C'est un métier où les relations sont importantes, c'est un métier où on peut inventer et avoir des satisfactions. Et puis, il y a une opportunité, peut-être qui est française, je ne sais pas, mais en tout cas qui doit prendre d'autres formes ailleurs, avec le militantisme pédagogique. Alors, le métier déjà, comme espace de réalisation de soi, qui a été confirmé par l'expérience donc professionnelle, la vie personnelle et familiale, l'alternance, période de travail et vacances était confortable et compatible avec une vie personnelle bien remplie, de larges plages de temps commun pour les loisirs, les voyages, notre enfant. Réalisation de soi aussi. Tu t'es réalisé dans la construction de projets culturels ambitieux auprès des élèves. Je suis libre d'être moi et de reprendre ce que j'ai tant aimé dans ma propre expérience d'élève. C'est une révélation. Je suis en plein rêve. Le plaisir.
Tu as trouvé du plaisir à la fois dans la construction de tes progressions et tes différents projets menés en classe dans la relation aux élèves. Je ne travaille pas, je suis payé à faire ce que j'aime le plus au monde. Tu apprends tous les jours, tu ne t'ennuies jamais, tu as l'impression d'être utile. Tout cela me passionne. Dans un métier de relations, mais des relations qui sont peut-être plus diversifiées que celles envisagées, de relations fortes, de véritables moments de partage. C'est incroyable ce qui se passe dans un groupe classe, sans parler de la relation avec les parents, les adultes qui gravitent autour de l'école, la LAE, mairie, association. C'est sûrement ce qui me plaît le plus, cette richesse d'échange. Combien la collaboration avec les parents est précieuse. Comment elle peut faire significativement une différence dans le parcours scolaire d'un élève. Ce qui m'a plu, c'est l'aspect coopératif, travailler au sein d'une équipe, donc les enseignants. La rencontre avec les élèves est définitivement le meilleur côté de ce métier. Rencontrer, échanger, partager, discuter, s'agacer aussi parfois. Là est tout le sens. Et puis une dynamique permanente, des journées variées, qui ceci ne se ressemblent pas. L'enseignement est une occasion de se renouveler, d'être toujours actif dans un système éducatif en évolution. J'ai pu vivre plein d'aventures au sein des différentes écoles, me sentir progresser et me passionner dans la création des apprentissages. Un métier d'invention, de satisfaction. Bon, j'ai mis des mots là, invention, création, innovation. Quand la théorie classique d'enseignement échoue, il ne reste plus qu'à inventer, ce qui fait de ce métier un métier de réflexion et de création. Un véritable laboratoire pédagogique qui te demande de trouver de nouvelles idées ou façons de faire en permanence. Tu dois innover chaque jour pour t'adapter, transmettre, accompagner les élèves d'une année sur l'autre. Autonomie, responsabilité, liberté. La marge d'initiative positive est ce que j'aime. Bien qu'il y ait les programmes, il n'en demeure pas moins que nous sommes autonomes. Un savant mélange de responsabilité et de liberté. L'autonomie pour mener les projets au début. La liberté de choisir les situations de construction des savoirs et aptitudes. Les angles d'entrée pour aborder les connaissances. Et puis de nombreuses satisfactions. J'ai connu de beaux moments d'apprentissage, de projets, lorsqu'on voit les enfants s'engager, comprendre les enjeux, faire fonctionner de l'entraide dans mes classes. Les yeux qui pétillent au moment du déclic, au moment du débouclage, au moment de la réussite d'un élève, la plus petite soit-elle. Ces moments-là sont pleinement épanouissants, donnent la sensation d'être utile et de faire quelque chose porteur de sens pour soi, pour eux et pour la société. Alors, les opportunités du militantisme pédagogique, donc c'est surtout le mouvement Freinet qui est cité par plusieurs contributeurs. Et puis un jour, tu croises le chemin d'un site Freinet et là, enfin, tu respires. Tu as retrouvé ce que tu cherchais depuis le début sans pouvoir le nommer. Une équipe, une famille de pensée, un soutien, déjà avec qui progresser intelligemment et sans crainte d'être jugé. Je rencontrais des collègues près de chez moi et dans toute la France, voire plus loin, qui étaient en recherche, s'entraidaient, réfléchissaient politiquement et pédagogiquement. Le fait de m'être investi dans un mouvement pédagogique, d'avoir cherché avec d'autres, d'avoir partagé mes difficultés, mes réussites, de m'être engagé dans de nouvelles pratiques pédagogiques et bien sûr, dans la classe, l'école coopérative. Alors ça, c'est le volet qui a été confirmé. Mais il y a bien sûr le volet que l'expérience a infirmé, donc dégradation des conditions de travail, relations difficiles et institutions défaillantes. Le trinôme est là. Donc, dégradation des conditions de travail, la dévalorisation sociale, donc demande exponentielle et demande de régler tout ce qui ne va pas dans la société, perdant en route les fondamentaux de l'école, la dégringolade de mon pouvoir d'achat au niveau de la vie personnelle, les années passent et les casquettes se multiplient, autant que ce métier grignote ma vie, le temps pour mes propres enfants, perverti par le travail et la charge mentale permanente, un temps professionnel donc il devient inflationniste, des vacances vampirisées par le travail, un travail chronophage, pas ou peu de vacances malgré le fantasme collectif, des week-ends raccourcis, des soirées devant l'ordi ou les copies. J'ai vu ce métier évoluer avec le numérique, flou d'abord, à distance, puis de plus en plus présence, jusqu'au distanciel. Quand s'arrêtera-t-il? Quels sont les horaires? C'est un métier sans limite. La charge mentale est immense, très difficile de décrocher. La classe est là en permanence. Mes enfants détestent ma classe. Pour eux, c'était trop. Les relations sont aussi difficiles avec les élèves. La fin de carrière est difficile physiquement. La fatigue due au bruit généré par la classe. Les enfants m'épuisent.
Les élèves sont plus brillants et plus agités qu'il y a quelques années. Les conflits entre élèves sont devenus impossibles à gérer. Avec les collègues, je m'attendais à devoir ferrailler avec les parents sur les principes de la méthode et de mes positionnements pédagogiques. Eh bien, c'est du côté de mes collègues que le problème va émerger, fortement. Les collègues travaillent peu en équipe, voire pas du tout. Certains vont même jusqu'à dire du mal de toi. Finalement, beaucoup de concurrence au lieu de la coopération attendue. Et puis, avec les parents d'élèves, la non-implication de certains parents, des parents qui s'immiscent dans l'école et qui croient tout savoir. Ils sont parfois difficiles, voire agressifs. Je croyais au principe de coéducation. J'ai déchanté avec de plus en plus de parents inquisiteurs, irrespectueux, remettant en question notre statut d'enseignant. Et l'institution, troisième volet, la lente disparition de l'autorité du maître, la nécessité de justifier pour la moindre punition, parfois avec des incohérences, parfois avec des contraintes administratives, des pressions et de l'infantilisation. C'est décourageant. De nouvelles pédagogies farfelues qui sont loin d'avoir fait leurs preuves. Un travail administratif inutile et pourtant de plus en plus conséquent. D'année en année, les contraintes administratives se sont ajoutées, vous laissant peu de temps pour les loisirs. C'est un métier qui vous isole des autres et de la vie sociale en général. Le manque de compréhension de l'administration, le manque de soutien en cas de difficulté. L'administration ne t'aide pas, voire te met des bâtons dans les roues. Je n'ai trouvé qu'autorité hiérarchique obéissante, capable de dire le contraire de ce qui était affirmé précédemment en raison d'un changement ministériel et donc d'orientation institutionnelle. Et donc, entre ce métier projeté, ce métier éprouvé avec ce que ça confirmait ou ce qu'il confirmait et ce qu'il infirmait, quelle décision? Si c'était à refaire, on va voir qu'il y a une unanimité, on va voir comment elle se justifie, et puis quelques questions corollaires pour gérer la carrière. Alors l'unanimité, il y a une belle unanimité. En fait, tout le monde referait le même choix de redevenir, enfin de refaire le choix de devenir enseignant. Et c'est une rupture qui est forte avec les enquêtes qui sont consacrées ou qui ont été consacrées, du moins récemment, à leur thème, à ce thème, puisque là, il y a un peu moins d'un quart d'enseignants qui redeviendraient enseignants s'ils avaient recommencé leur carrière. Donc là, il y a un écart important dans l'échantillon que j'ai enquêté. Alors, je vous ai mis un extrait de verbatim parce que, d'abord, il m'a interrogé, je vous le lis. Mes chers parents, je vais enseigner. Je vous aime, mais je vais enseigner. Vous n'aurez plus d'enfants. Cette année, j'enseigne. Alors, vous avez reconnu, sans doute, si vous connaissez la chanson de Michel Sardou, le détournement de la chanson « Je m'en fuis pas, je vole ». Mais n'oublions pas que cette envie que cette chanson relatait des envies de suicide. Donc, je ne sais pas trop comment il faut l'interpréter. Donc, bon, je vous propose de participer à l'interprétation avec cet extrait que je livre à votre pertinence. Alors, comment est justifiée cette décision de redevenir enseignant? D'abord, la portée politique. Je voudrais changer les manières d'enseigner et faire en sorte que cette école puisse devenir une école de l'entraide, du désir d'apprendre, qui puisse combattre les inégalités à l'école, mais aussi l'épanouissement. Bien sûr, je te conseillerais de nouveau de passer ce concours. Je me demande encore si tu aurais pu trouver un autre métier qui te passionne autant et où tu auras l'impression de progresser chaque jour. Choisissez ce métier car il va forger votre personnalité et il va vous donner de la confiance en vous. C'est le point de départ de tes possibles, mais en aucun cas la fin d'un chemin. Fais-toi accompagner, apprends à distancer, sois encouragé et ose changer. Un choix lucide, je sais que ce sera difficile et que j'aurai bien des défis à surmonter, mais j'ai décidé de devenir professeur des écoles. Je me suis assuré que mon choix d'orientation professionnelle me correspond réellement. Un sens à l'engagement. Je sais que c'est un métier qui n'est plus valorisé, mal payé compte tenu du niveau d'études, des perspectives de carrière, de la charge de travail de la difficulté, élèves, parents, collègues, institutions. Mais j'ai besoin de faire quelque chose qui ait du sens, besoin de me sentir utile. Et puis, une décision qui doit être pour soi et que pour soi. Que ce soit ton choix et non un coup du hasard ou un geste de loyauté conscient ou inconscient. Tu écris ta vie, tu ne vis pas le rêve fantasmé d'un autre. Je ne veux pas être maîtresse parce que je suis une bonne élève et que toi, papa, tu as eu peur de ce qui pourrait m'arriver à la fin. Je ne veux pas être maîtresse parce que toi, maman, tu n'as pas envie que je mène la vie difficile d'une agricultrice. Je ne veux pas être maîtresse parce que vous, papa et maman, avez décidé que la ferme serait logiquement pour mon frère.
Je ne veux pas être maîtresse parce que je resterai 30 ans au même endroit. Je veux être maîtresse car apprendre est complexe et difficile. Il faut armer au mieux les enfants qui deviendront des adultes. Fais-le pour toi, pas pour les autres. Écoute-toi. Ce métier est usant, il te broie, t'oppresse, te détruit, mais il te nourrit aussi, te forge et te transforme. Alors, quelques conseils corollaires pour la carrière qui ont été. Alors, l'idée d'un conseil de garder le cap, il faut faire ce métier en réfléchissant à ce que l'on veut vraiment, ce qui est nécessaire, ce qui est juste pour les enfants. Il faut penser à l'enfant qu'on a été et ne pas accepter les injonctions hiérarchiques. Ose, lance-toi, essaie, trompe-toi et rebondis. Avance toujours petit pas après petit pas. Patience et humilité, c'est un métier de l'humain, de la besogne. Un métier de jardinier patient, dévoué, humble et sans attente. N'attends pas de résultats, de remerciements ou de visibilité. Tu es là juste pour une année dans la vie de ces enfants. Mais à entretenir précieusement, une carrière, c'est long. Fais en sorte qu'elle te ressemble. Fais de ton mieux sans te rendre malade. Tu ne peux pas changer le monde. Ce métier, il est polymorphe, adaptable et unique. Il est beau et terrible. Et surtout, il est surtout ce que toi, tu en fais. Ce métier est un régal, à part l'administration, certains collègues réactent, certains parents flippés. Garde en toi ce plaisir de venir travailler. Je te laisse ma place. Alors, si on fait un peu le bilan de cette enquête que je vous ai présentée un peu au galop et je m'en excuse, ça donne quand même des éléments, me semble-t-il, intéressants sur comment on pourrait définir cette attractivité. Ces catégories d'analyse ont permis de repérer que l'attractivité concerne 3 composantes, personnes, métiers, institutions, et qu'elle se décline en 6 dimensions. Bon, déjà, ce que j'appelais l'attractivité héritée, qui renvoie à la biographie, hein, avec l'histoire personnelle, familiale ou scolaire. L'attractivité construite dans ce rapport au métier d'enseignant, qui permet la réalisation de soi, qui a du sens, de portée politique, qui offre des opportunités inattendues. Alors, c'est aussi une attractivité qui est instaurée, qui a des avantages, un statut, salaire, qualité de vie, les vacances, mais aussi une attractivité qui est installée avec les caractéristiques spécifiques du métier, les relations, élèves, les collègues, les parents, l'utilité sociale, la liberté pédagogique, la dynamique du métier. Mais c'est aussi, au travers du management, une attractivité qui est pilotée, avec plus ou moins de réussite, et ça, on l'a vu. Mais bon, en termes d'écoute, de soutien, de reconnaissance, de perspective d'évolution. Et c'est une activité qui est aussi administrée en termes de conditions de travail, hein, qui qui met des moyens, qui déploie des prescriptions, qui prévoit la formation, qui gère les crises quand elles se présentent. Donc, on voit que cette attractivité, elle est quand même complexe. Je l'ai présenté sous forme d'un tableau, mais il faudrait le présenter plutôt sous forme d'un système, hein, puisque ces différentes dimensions sont en interrelation les unes avec les autres. Je précise par rapport à ce tableau qu'on peut voir là donc l'importance du volet intrinsèque de l'activité, c'est-à-dire le point de vue des enseignants. Il éclaire quand même cette notion de manière importante, d'autant qu'il s'approprie et traduit certains éléments du volet plutôt extrinsèque, c'est-à-dire bon, les conditions, etc. Et on voit qu'il y a une interdépendance entre ces deux volets. Bon, chaque composante qu'on vient de voir a à la fois sa logique et son autonomie propre, hein, la personne de l'enseignant, les contours du métier, l'action politique de l'institution. Mais ce qui est peut-être le plus important à relever, c'est que c'est un système, je vous l'ai dit, mais doté d'une temporalité complexe, puisqu'on retrouve un temps complexe, une tierce, comme dirait Michel Serres, qui lie le passé, l'histoire des enseignants, les évolutions des publics et du métier, le présent avec le quotidien du management, les conditions de travail, la gestion des crises, mais aussi le futur, la projection dans la carrière, les perspectives d'évolution, les planifications de ressources, entre autres. Alors, pour conclure, ce
simplement dire que l'attractivité, c'est à la fois une question politique et une question scientifique que je développe très brièvement. Donc, c'est une question politique, l'attractivité du métier, parce que c'est une urgence face à la pénurie des enseignants et à la crise des systèmes éducatifs. Il me semble qu'il serait important de ne pas la laisser entre les mains exclusives des politiques ou des décideurs en tout genre. On voit ce qu'ils en font. Il me semble nécessaire d'envisager une révolution copernicienne dans l'approche de cette attractivité, c'est-à-dire qu'on l'a abordé sous la forme d'une stratégie extrinsèque unilatérale qui s'avère largement inopérante puisque les pénuries d'enseignants augmentent de plus en plus, et la crise aussi. Et donc, la nécessité d'y intégrer la dimension intrinsèque, restaurer la parole et le pouvoir d'agir des enseignants. Mais en tant que chercheur, c'est aussi une question scientifique avec deux dimensions, deux orientations de recherche. Bien sûr, il faut développer des approches heuristiques pour mieux connaître cette attractivité. Alors, mieux la connaître au niveau théorique, il faut sans doute affiner encore sa conceptualisation, mais aussi au niveau empirique, en documentant cette attractivité du métier pour en repérer des évolutions, en esquisser, voir une perspective, et puis la comparer aussi avec d'autres métiers de l'interaction sociale ou voire d'autres métiers. Et puis, bon, peut-être que ceux qui me connaissent s'y attendent, mais l'idée ou l'intérêt de développer des approches praxéologiques, c'est-à-dire qu'elles contribuent à accompagner le changement en mobilisant les outils théoriques et méthodologiques de la recherche dans le cadre de démarches participatives qui réunissent tous les acteurs concernés par la question, dont les mettre autour de la table, si j'ose dire, les parents, les cadres, les formateurs, mais surtout ceux qui ont été oubliés et auxquels j'ai consacré cette intervention, les enseignants. Je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai respecté le temps imparti. Merci Jean-François, tu as parfaitement respecté le temps. Est-ce que je prends l'écran ou je le... Moi, je pense qu'on peut retirer le partage d'écran, comme ça, pour répondre aux questions, oui, ce sera plus sympathique. Voilà, merci Jean-François, et puis de te voir voilà, plus grand, c'est plus sympa. Merci pour cet exposé et merci pour ce partage du discours, au-delà des analyses, du discours de ces enseignantes qui est tout à fait remarquable et qui d'une certaine manière, pour chacun ou chacune d'entre nous qui a été enseignant, qui fait chaud au cœur, parce qu'on se dit, voilà, quand même cette image du métier à travers le discours de celles et ceux qui l'ont pratiqué. Alors, nous allons commencer la phase de questions. Je vais prendre une question qui a été donc déposée sur le Q&R, qui est en lien finalement avec à la fois peut-être le rapport au métier, c'est un concept qui est assez intéressant, et puis quelques constats qui sont faits. Et parmi les constats, après, pour expliquer ce constat-là, peut-être que tu as des éléments, il y a le sentiment dans les personnes qui t'ont écouté, une personne en particulier, qui a une sorte de décrochage professionnel pour les nouveaux enseignants notamment, et cette perte d'attractivité, qui peut être un décrochage cognitif ou un décrochage émotionnel, même si on est physiquement présent là. Et dans ce cas, pourquoi on reste physiquement présent, mais en prenant une certaine distance à la fois cognitive, à la fois émotionnelle par rapport à son métier, peut-être pour se préserver, peut-être par rapport au sens qu'a pris l'engagement. Donc la question, c'est finalement, est-ce que ce décrochage-là, qui pourrait être d'ordre cognitif ou émotionnel, existe chez les enseignants aujourd'hui, et finalement, le métier resterait un gain de pain. Et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Quel est ton regard par rapport à ces éléments-là, si tu veux? Oui, alors, je peux répondre pas à partir de cette enquête, parce qu'elle concerne plutôt des anciens enseignants que des nouveaux enseignants. Dans les travaux qu'on a pu mener par rapport à ces nouveaux enseignants, enfin, ou à ceux aux nouveaux enseignants, en tout cas, qui entrent maintenant dans le métier, ce qui est frappant, c'est le fait que, pour une partie d'entre eux, on devient enseignant, ça devient un métier ordinaire. Je ne veux pas être péjoratif, mais on fait son métier enseignant parce qu'il y a sécurité d'emploi,
parce que pourquoi pas. D'ailleurs, quand les études sociologiques ont montré, quand le concours de professeur des écoles a été instauré, qu'il a été fortement investi par des femmes de milieu social favorisé, alors que jusqu'à présent, devenaient instituteurs bon, des hommes et des femmes parce que le concours était séparé, de milieux sociaux plus modestes, avec un investissement complètement différent et un investissement qu'on a ressenti dans l'enquête que j'ai présentée, qui n'est plus le même maintenant. Il y a d'autres indicateurs que je pourrais prendre. J'ai une attention particulière parce que j'en suis issu et parce que j'ai exercé pour l'école publique rurale, mais qui en France, ces écoles qu'on retrouve dans les petits villages, et qui a mal fou à survivre, quoi. Parce que plus aucun enseignant ne veut aller enseigner dans ces écoles primaires, dans des endroits isolés, des villes, ils ne veulent pas y aller. Ce qui était avant, pour les instituteurs, quelque chose qui participait pratiquement à leur développement professionnel, on a des enseignants du primaire, en tout cas, qui veulent rester dans les villes, dans les bourgs-centres, parce qu'ils font ce métier. Enfin, il y a un rapport au métier qui n'est plus le même. Je ne sais pas s'il est plus technique, mais en tout cas, il est plus désengagé, puisque je crois que c'est le terme que tu as employé, qu'il était précédemment. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, merci, merci. Je vais relancer avant de prendre une autre question. Mais parce qu'il y a un concept que tu utilises qui est vraiment intéressant, c'est celui du militantisme pédagogique. Est-ce que finalement, c'est ce militantisme pédagogique qui est au cœur du sens de l'engagement dans ce que tu as présenté? Est-ce que finalement, c'est ce militantisme pédagogique qui est en train de se perdre, s'effriter et dans ce qui est le cœur du métier? Je ne sais pas comment tu perçois Alors, cela. ce qui est sûr, c'est que le militantisme pédagogique, c'est un moteur professionnel de tout premier ordre. Ça, je veux dire, c'est unanime. Et pour les enquêtes ou les entretiens qu'on a pu faire dans diverses recherches, vraiment, c'est ceux qui sont militants dans des mouvements pédagogiques, c'est quelque chose d'impressionnant. Le rapport au métier est vraiment très spécifique. Alors, je pense par contre que c'est compliqué le militantisme pédagogique aujourd'hui. Trois raisons. Bon, une crise du militantisme général, qu'il soit politique, syndical, bon, c'est quand même, c'est pas uniquement le militantisme pédagogique, mais il y a deux autres raisons. La première, c'est que en France, en tout cas, tous les mouvements pédagogiques ont été privés des postes qui étaient mis à leur disposition pour les faire vivre, et donc ils ont perdu de leur visibilité, de leur dynamisme, etc., parce qu'ils n'ont plus personne qui soit mis à disposition pour faire tourner, pour faire vivre ces associations. Et puis, je pense, alors là, je suis prudent, mais je pense que l'âge d'entrée dans le métier, par rapport à cette question, est importante. Rentrer dans le métier pour les instituteurs après le baccalauréat, ou avec avec 2 années de formation, donc une vingtaine d'années. Là, les gens qui rentrent, c'est des gens qui sont beaucoup plus âgés, qui ont connu l'université. Quand on leur parle, d'ailleurs, je ne sais pas quelle présence ça a dans la formation au juste, mais le militantisme pédagogique est moins visible et accueille moins cette adhésion de jeunes enseignants qui trouvaient là des ressources, de l'enthousiasme, des collègues aidants, etc. Et ça c'est fini aussi, quoi. Donc, à mon avis, c'est une vraie ressource, mais je ne sais pas comment on peut la mobiliser. Merci. Dans le prolongement, alors, outre les félicitations qui te sont adressées pour cette brillante présentation, je te le dis, hein, parce que c'est écrit, il y a quand même la question parce que là on parlait du rapport au métier des jeunes générations d'enseignants, il y a la question des démissions qui sont constatées chez certains enseignants. Quel commentaire ou quelle analyse tu fais sur la question plus spécifique des démissions? Alors, franchement, pour les enseignants du primaire, alors ceux qui sont issus de ma génération ou les autres, hein, mais c'est quelque chose qui était vraiment, ça heurte l'histoire du système éducatif français, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui paraissait inimaginable.
enfin, les carrières enseignantes, dans le primaire en particulier, étaient rythmées par... Tout était fait pour que, au départ, comme je disais, on se retrouve dans des écoles un peu à l'écart, dans des écoles rurales, et puis en fonction de l'avancement, on gagnait davantage, le salaire augmentait un peu, on avait de meilleurs postes, etc. Donc, la carrière était pensée comme un système de fidélisation. Ceux qui étaient les plus anciens avaient les meilleurs postes. Il y a toute une question comme ça. C'était une profession qui se protégeait énormément. Et en plus, bon, je ne peux pas développer ici parce que ce serait trop long, mais au travers notamment de syndicats qui étaient majoritaires à la fin, qui tenaient un certain nombre de ceux qui tournaient autour des enseignants. Les anciens, quand on devenait enseignant du primaire, on avait sa banque, sa mutuelle d'assurance, on avait une coopérative d'achat, on avait un camping particulier. Enfin, tout était il y avait quelque chose, il y avait un monde d'enseignants qui entourait les instituteurs et qui les fidélisait d'une manière énorme. Alors évidemment, avec la mise en place des IUFM en 91, la fin a explosé. Bon, toute cette enfin, tout ce panorama là, autour des enseignants a complètement disparu. Et donc, ces démissions sont apparues progressivement. Bon, alors, elles sont un indicateur fort de la crise. Hein. C'est-à-dire que, bon, déjà, on ne devient pas enseignant tout à fait avec les mêmes raisons qu'avant. En même temps, on se trouve en difficulté dans un métier où, en fait, on est seul, on a une institution qui est plus difficile, enfin, qui renforce la difficulté du métier, on a des élèves difficiles, des parents qui sont, hein, une société qui ne considère pas les enseignants de manière très positive. Donc, c'est tellement violent et tellement difficile que enfin, ça devient logique qu'il y ait des démissions. Mais par contre, ce phénomène-là, son émergence a été extrêmement indicative d'un changement dans le corps enseignant. Vraiment, c'était quelque chose d'énorme. Je ne sais pas si je suis très convaincant, mais pour moi, c'est important. Merci. Une autre question qui est posée, c'est finalement, il y a toute une littérature sur les perceptions que les enseignants ont de leur travail, de leur métier, les représentations du métier, etc. Et la question est, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ces analyses-là par rapport à la littérature existante? Et c'est vrai qu'on entend des choses qui sont tout à fait intéressantes, tout à fait nouvelles aussi. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, toi, dans ces analyses que tu as pu réaliser auprès de ces productions de discours? Alors, j'ai conduit un certain nombre d'enquêtes auprès d'enseignants, mais c'est la première fois, la deuxième exactement, mais la première fois, c'était dans un contexte de formation où j'ai utilisé l'écriture. Généralement, je faisais des entretiens avec des méthodes d'enregistrement. Hein, et je trouve que l'écrit permet d'abord la mobilisation d'un vocabulaire plus réfléchi, plus pensé, plus précis. On le voit, il y a des formules enfin, extrêmement percutantes. Et je crois que l'écrit permet une finesse dans le propos plus important que l'oral. Alors l'oral est sans doute plus spontané, plus il y a d'autres intérêts, hein. En fait, j'avais commencé ce travail avec des enseignants en formation, j'avais commencé un travail avec des ateliers d'écriture, hein, pour accompagner justement le processus de formation pendant toute la formation d'enseignants. J'avais repéré que l'écriture était quelque chose d'intéressant pour aller un petit peu plus loin que le discours. Bon, c'est surtout dans la finesse des détails et que voilà, c'est pas, après, il n'y a pas eu de thème qui m'a réellement surpris. En fait, les catégories, je les attendais pas forcément, mais en tout cas, elles me paraissaient assez cohérentes. Alors, il y a un élément qui apparaît peu dans ce que tu as présenté aujourd'hui, qui apparaît quand même dans ton tableau sur l'attractivité. Hein. Oui. Et puis, ça apparaît dans une question, c'est la question de la formation.
que fait la formation et quel rôle a joué finalement, quel rôle a joué la formation dans l'attractivité de la profession l'enseignant. Il y a une concurrence entre les différentes formations et la formation joue un rôle quand même important dans la manière de définir ce qu'est un métier, son attractivité, comment on peut s'y projeter. Il y a deux niveaux dans la question. Il y a finalement, est-ce que la formation est un facteur d'attractivité et de comparaison avec d'autres métiers notamment? Et puis, il y a une autre question qui est plus liée à ce qui est dans la question qui a été posée là, qui est finalement, que fait-on en formation pour renforcer l'attractivité, si ce n'est les 4 jours de formation dont tu as parlé tout à l'heure? Ouais, donc, je ne vais pas revenir sur ça parce que c'est quand même… alors, c'est vrai que c'est… Je ne sais pas si c'est un biais, c'est peut-être un biais de mon dispositif méthodologique, mais la formation est quand même absente. C'est-à-dire que, bon, il n'y avait pas une question sur est-ce que la formation, mais on a le sentiment que ce qui se joue, ça se joue dans l'exercice professionnel à proprement parler. C'est là qu'on est confronté au métier, c'est là qu'on réfléchit sur le métier. C'est vrai que la formation a très peu apparu. Alors, on la voit en filigrane quand on nous dit que on vous propose des démarches pédagogiques qui n'ont pas fait leurs preuves. Enfin, ce n'est pas tout à fait d'ailleurs forcément la formation, ça peut être aussi l'administration. Non, elle est très peu présente. D'ailleurs, est-ce que le militantisme pédagogique, ce n'est pas une forme de remplacement, de forme de dynamique que la formation n'aurait pas? En tout cas, il n'y a pas de mécontentement de la formation, comme on peut le voir lorsqu'on fait des enquêtes auprès des enseignants débutants, qui sont souvent en rejet dans les premières années de la formation, en disant, enfin, du moins en France. Donc, la formation est quand même absente. Alors, on a l'impression qu'elle disparaît du paysage. Alors, en ça, c'est inquiétant. Hein. C'est-à-dire que pourquoi la formation n'a pas un côté structurant d'un corps professionnel, etc., etc. Et ça, je n'ai pas la réponse. On a un peu l'impression que c'est l'impôt à payer pour entrer dans le métier, mais que voilà. C'est pas très glorieux, mais je sais pas quoi. Enfin, j'ai pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que c'est une vraie question. Mais ça nous interpelle directement, nous, en tant Exactement. qu'universitaires, qui sommes impliqués dans la formation des enseignants, qui avons certaines responsabilités dans la formation des enseignants. Il y a la question des IUFM, tu évoquais tout à l'heure les Oui, IUFM. alors justement, il y a eu et ce mouvement de professionnalisation, finalement, est-ce qu'il a été contre-productif par rapport à l'attractivité? oui, mais alors, si on voit le cas français, en quelques années, en 20 ans, on a changé 3 fois ou 4. On est passé des IUFM aux ISP, des ISP aux SP. Là, à peine, on parle déjà de nouveaux modes de fonctionnement, avec des recrutements par les établissements, avec des expériences à Marseille. Enfin, bon. Donc, il y a quand même… en tout cas, c'est une vraie interrogation parce qu'elle est en permanence en chantier, cette formation. Elle change tout le temps, le concours change de place. Enfin, c'est quand même très, très… c'est tellement un chantier qu'elle n'arrivera pas à faire à assumer clairement ça. Et puis, il faut voir les formateurs, comment ils le vivent aussi, hein, comment ils vivent le fait d'avoir des masters dans lesquels il faut à la fois faire un mémoire, faire une année d'exercice, faire une partie sur le terrain, avoir des yeux de master en même temps. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Enfin, et c'est assez généralisé comme point de vue. Donc, il y a aussi une crise de la formation qui a été quand même bien accentuée par le ministère au moment de Sarkozy, lorsqu'on est passé à la masterisation, où carrément on supprimait la formation professionnelle. La formation initiale a disparu au profit d'un master et directement dans la caisse. Bon, après, ça a été un peu remodifié avec les SP, les ISP et les SP, mais bon. Un autre élément qui n'apparaît pas dans les questions, c'est dans ce qui définit l'attractivité. Alors,
tu parles peu de ce que c'est que le prestige de… En tout cas, c'est un terme que tu n'utilises pas, le prestige de la profession, parce que c'est un terme qui est désuet, qui n'a plus beaucoup de sens finalement pour définir ce que c'est que le métier d'enseignant et son attractivité. Je sais que dans ta liste, il y avait une question qui portait sur le prestige. Je ne sais pas si tu avais vu de la profession finalement. Est-ce que la profession conserve un certain prestige? Est-ce que cet élément-là apparaît? Et puis derrière ça, il y a aussi finalement la définition qui est faite de ce que sont les missions de l'enseignant, parce que ça aussi c'est un élément qui est, et c'est principalement l'État employeur à travers des textes législatifs, des directives, à travers des référentiels, qui définit aujourd'hui ce que c'est qu'être enseignante et enseignant, et ça contribue d'une certaine manière à donner une image et un certain prestige à la profession. Est-ce que à ce niveau-là, il y a des éléments qui ressortent sur finalement qu'est-ce que c'est concrètement d'être enseignant aujourd'hui à travers l'image donnée par l'État, parce que c'est l'État qui définit ce que c'est qu'un enseignant, ou à travers les référentiels de compétences ou différents éléments de ce type. Finalement, ce que c'est que la mission de l'enseignant, est-ce que c'est un élément qui peut être déterminant pour renforcer ou non l'attractivité de la profession selon toi? Oui, alors le prestige, ça me paraît un terme très fort, hein, quand même. Bon, en tout cas, on parle de… Moi, je pense qu'il y a un terme qui est peut-être le mieux, c'est la reconnaissance sociale, quoi. Ou le statut social, enfin quelque chose je ne vais pas fouiller au-delà, mais on voit bien que dans l'image ou dans l'histoire du système primaire français, en tout cas, l'institut de village qui était une personnalité du village au même titre que le maire et le curé, c'est l'histoire du système éducatif français. Et là, on pouvait parler d'une forme de prestige, en tout cas, le terme était quand même pas trop employé à ma connaissance, mais en tout cas, c'était une image sociale très valorisée et qui s'est progressivement, qui a progressivement dérivé à partir du moment où la population, le niveau scolaire de la population, le niveau de connaissance a augmenté. Donc, du coup, le décalage s'est fait. Ça a été une des raisons de la crise qui ont créé les IUFM, c'est-à-dire que les anciens du primaire n'étaient pas assez formés, enfin, n'étaient pas en tout cas assez diplômés par rapport à la majorité de la population, et donc se trouvaient en décalage. Mais cette rupture-là qui s'est passée, je ne sais pas si elle a réussi à être compensée. C'est-à-dire que on pourrait penser que la création des UFM, les profs des écoles, au moins pour les primaires, ça rehaussait le rôle social. Je ne suis pas persuadé de ça. Je pense que ça n'a pas vraiment bougé et que la considération ne s'est pas améliorée et que les différentes difficultés que rencontrent les enseignants, le système, tout ce qui, on ne va pas citer toutes les crises toutes les difficultés qui ont jalonné, mais on a l'impression que de ce côté-là, en tout cas, ce qui relèverait de la reconnaissance sociale de l'enseignant n'a jamais été vraiment restauré, comme en tout cas elle l'était au moment de Jules Ferry. Et dans le prolongement, quelqu'un dans les questions évoque aussi, c'est un élément qui apparaît énormément dans les discours que tu as analysés, c'est la question de l'autonomie. Est-ce qu'il y a aussi derrière ça une perte d'autonomie et qui pourrait aussi avoir une incidence finalement sur le rapport au métier? Oui, alors là, c'est sans doute spécifiquement français, je ne veux pas généraliser, mais c'est vrai que l'autonomie, dans la rhétorique des politiques de professionnalisation, elle est en permanence idéalisée. On va faire des projets pour les établissements, on va former davantage les enseignants pour qu'ils soient autonomes, mais en même temps, quand on fait des projets, on n'arrête pas de les contrôler, de demander des comptes, etc. etc. quoi. Le New Public Management à la française, c'est quand même un contrôle du contrôle, enfin, c'est le superlatif du contrôle. Donc, parler d'autonomie en même temps que c'est un peu comme si on accélère, qu'on met le frein à main. C'est ça l'autonomie dans le système éducatif français, si je le résume. Ça envoie de la fumée grise derrière. Voilà. Et donc, cette autonomie qui est à la fois promue dans le discours, elle est elle est mise à mal par les faits. C'est-à-dire que l'autonomie collective au niveau d'une école, dans les projets, elle n'existe pas du tout. Elle n'existe plus parce que les projets sont empêchés, contrôlés, etc. Et au niveau individuel, on n'arrête pas de la renier. Avec le ministère Blanquer précédemment, on en allait jusqu'à
pas imposé, mais en tout cas suggéré très fortement l'utilisation de type de manuel ou de démarche en lecture. En fait, ça devenait, elle était ce qui n'était pas envisageable, quoi. Enfin, il avait publié un ouvrage Orange qui expliquait ce qu'il fallait faire en lecture. C'était quand même, la liberté était entravée à permanence. Et donc, une des raisons de perte de sens, elle est quand même liée, ça renvoie plutôt aux enquêtes précédentes, puisque tu parlais du bouquin sur les 30 ans de professionnalisation, où j'ai parlé de déprofessionnalisation, c'est-à-dire qu'ils sont en permanence empêchés de faire leur métier. Ils ne comprennent rien, on leur donne des tas d'instructions, la prescription devient inflationniste, et donc cette liberté, cette autonomie, elle est de façade. En tout cas, c'est ce qui ressort unanimement de toutes les enquêtes qu'on a pu conduire. Vraiment, l'institution n'arrive pas à préserver cette autonomie qu'elle pourtant, elle promeut largement. Merci. Peut-être une dernière remarque dans le prolongement. Alors, dans le prolongement de la question de l'autonomie, Jean-François, il y a une question qui est posée sur la valorisation du métier. Finalement, derrière tout ce travail, ce que tu évoques sur les qualités du métier, est-ce qu'on peut renforcer la valorisation, une nouvelle forme de valorisation? Et ça renverrait peut-être à ce que tu évoquais, mais que tu n'as pas forcément expliqué, c'est la question des stratégies extrinsèques. Qu'en est-il? Est-ce que derrière ces stratégies extrinsèques, il y a aussi cette idée de revaloriser le métier d'enseignant? Alors, c'est toujours très difficile de décrypter les intentions ministérielles, puisque l'idée, ce qui est constaté, c'est que les enseignants français, en tout cas, sont largement moins payés que la majorité des systèmes éducatifs européens, largement. Donc, dans le discours, il y a un petit moment qu'il est question de revaloriser le salaire des enseignants, mais alors est-ce que ça va être en début de carrière, parce que le début de carrière est particulièrement difficile, mais si on revalorise le début, qu'est-ce qui va en être des autres? Donc finalement, il y a des promesses qui sont faites sur la revalorisation en début de carrière, mais on ne sait pas trop quelle forme ça va prendre, parce que va-t-il en être des autres? Bon, c'est une chose. Espérons que, en tout cas, ce serait la moindre des choses, que cette revalorisation va être effective en termes salariales. Mais à mon avis, ce ne sera pas suffisant. C'est-à-dire que ce n'est pas que le salaire qui fait le métier. C'est aussi les conditions de travail. C'est-à-dire la manière dont sont managés les enseignants. Est-ce qu'on leur fait confiance? Est-ce qu'on leur donne la parole? Est-ce qu'on les laisse s'approprier leur métier? Leur pouvoir d'agir est complètement brimé actuellement. Donc, s'ils n'ont pas la possibilité de se développer, de conduire leur métier avec l'autonomie qui est nécessaire, ça ne marchera pas quand même. Et il y a ça, et puis il y a le soutien de l'administration, je veux dire, le soutien de l'administration à ses enseignants est quand même largement déficient. Les corps intermédiaires j'allais dire se planquent, se cachent, enfin, ne prennent pas de responsabilité, refusent de couvrir, les moindres autorisations, c'est très compliqué, etc., etc. Donc, tant qu'on n'aura pas une administration solide qui soutient ses enseignants et qui leur laisse la possibilité de s'épanouir dans leur travail en prenant les décisions qui leur paraissent les plus adéquates, ce sera compliqué. Alors, je ne sais pas si la solution est dans les expérimentations marseillaises où on va tout ramener au niveau de l'établissement pour après arriver à des établissements qui entrent en concurrence, enfin le quasi-marché que décrivent nos collègues belges. Mais c'est pas sûr que ce soit la solution non plus. Hein. Peut-être que la solution est entre les deux. Mais là, je ne suis pas à ma place pour vous parler. Je vous donne juste une information, enfin, une opinion de quelqu'un qui suit ses affaires. Merci Jean-François. Alors j'invite par ailleurs la personne très active dans le clavardage qui a fait un travail sur le désengagement professionnel des enseignants à ne pas hésiter à nous contacter, que ce soit Jean-François ou moi, on est très intéressés sur ces thématiques-là, donc ne pas hésiter surtout à prendre contact. On arrive au terme de ce webinaire, mais Jean-François, je te remercie vivement au nom de CRIFPE pour cette présentation, puis je crois que les éléments dans le clavardage ont montré aussi l'intérêt qu'a suscité ta conférence. Donc, doublement merci.
voilà, on va pouvoir s'arrêter là. Et puis, je ne sais pas si tu souhaites rajouter quelque chose en Non, je conclusion voulais, voilà, pour c'est conclure toujours une situation un peu compliquée parce qu'à distance, on ne voit personne, on n'a pas trop d'interaction. Voilà, j'espère avoir été assez clair. En tout cas, je vous remercie de l'invitation, à la fois toi d'avoir animé, à la fois les CRIFPE de m'avoir invité et à la fois les participants d'avoir consacré du temps à m'écouter.